Sous un sentier forestier non marqué près de la frontière germano-tchèque se trouvait un bunker que personne n'était censé trouver. Pas de survivants, pas de cratère de bombes. À l'intérieur, des agents neurotoxiques cristallisaient des tableaux couverts d'équations sur l'effondrement des ondes cérébrales et un dossier rouge étiqueté Nabelkern. Mais le véritable choc venait de plus profond. Des photographies de sujets humains de tests affaissés dans des chambres de brouillard étiquetées uniquement S14. Et quand vous entendrez ce que signifiait vraiment la phase 3 sans réponse, vous comprendrez pourquoi cette histoire n'était jamais censée faire surface. Quel était cet endroit? Il l'appelait V49 Sud. C'était la seule chose jamais enregistrée. Pas de liste de personnel, pas de plan de conception, pas de manuel d'opération, juste un nom enfoui dans des archives poussiéreuses de guerre. Mais quand les chercheurs ont commencé à comparer des cartes des années 1940 avec des photos aériennes nouvellement déclassifiées, il est devenu clair que ce n'était pas un bunker isolé. C'était un nœud dans un réseau plus large d'installations souterraines construites pendant les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale. Et sur la base de notes éparses de Blizna et de Peenemünde, certains historiens pensent que celui-ci pourrait avoir fait partie du programme secret d'armement chimique de l'Allemagne nazie. Nous parlons de Tabensaren, les mêmes agents neurotoxiques que les scientifiques nazis ont armés avant quiconque dans le monde moderne. Le tabon a été synthétisé pour la première fois par le chimiste allemand Gerhard Schröder en 1936, et en 1942, les scientifiques de Hitler avaient déjà commencé à le produire en quantité mortelle dans une installation appelée Deirnefurt, maintenant en Pologne moderne. Mais après que ce site ait été éliminé, la question était où est passé le reste V49 Sud pourrait être la réponse. Les Alliés n'ont jamais touché cet endroit. En fait, des documents de renseignement de 1944 marquaient la région comme non stratégique. Traduction, pas de bombes, pas de reconnaissance, pas d'yeux. Ce qui en fait une chambre scellée figée dans le temps. Mais voici la partie folle. Lors d'un débriefing d'un défecteur étalement de 1963, il y a une phrase qui se démarque. Une cellule de montagne où la brume brûle la peau. Les gens pensaient en chante que c'était de la paranoïa de la guerre froide. Lors du débriefing d'un défecteur étalement de 1963, il y a une phrase qui se démarque. Une cellule de montagne où la brume brûle la peau. Les gens pensaient en rente que c'était de la paranoïa de la guerre froide jusqu'à ce que cette phrase exacte apparaisse dans un carnet de terrain manuscrit récupéré des décennies plus tard sur le site. Cela a tout ouvert. Il s'avère qu'il y avait des murmures d'un projet appelé Project Nebel, projet brouillard, une stratégie de neutralisation basée sur la dispersion utilisant des déstabilisateurs aéroportés. Vague définitivement. Inoffensif, pas du tout. Certains pensent que ce n'était pas une question de gaz lacrymogène ou de vapeur létale. C'était quelque chose de plus subtil, de plus contrôlé. Un brouillard conçu pour désorienter, confondre, briser les gens de l'intérieur. Et la structure étrangement avancée. Des scans de densité ont montré un bunker de 60 par 35 mètres avec du béton armé d'acier, un revêtement en plomb et des panneaux en zinc. Ce n'est pas une défense basique. C'est un blindage, soit pour protéger le monde extérieur de ce qui est à l'intérieur, soit l'inverse. À partir des radars ici, il n'y a pas un radar, il y en a 6 grands radars. Vraiment oui. Et c'est le cœur de la technologie. Plusieurs éléments architecturaux correspondaient à des plans nazis récupérés à Blizna et Peenemünde, qui étaient dans tous deux des centres de recherche clés pour le programme de fusée V2 et les initiatives Wunderwaffe. Mais V49 Sud n'avait pas de rampe de lancement ou de silo de missiles. Au lieu de cela, il avait des laboratoires, des salles scellées des canaux de drainage, et plus troublant encore un sous-sol avec une aile médicale. Alors pourquoi le cellar est plus important encore que cachait-il pendant près de 80 ans personne n'a pu ouvrir cette porte jusqu'en 2022. Et c'est alors qu'une équipe conjointe de scientifiques, d'historiens militaires et d'archéologues a obtenu l'autorisation. Et ce qu'ils ont trouvé derrière l'acier, c'est là que les choses sont passées de secret à terrifiant. Ouverture du laboratoire. La porte n'était pas normale. Pas de poignée, pas de charnière. Juste une plaque d'acier rouillée enfouie sous la mousse et la boue scellée plus étroitement qu'un coffre-fort. Mais les scans du sol ne mentent pas. Il y avait des pièces derrière. Au moins 5. Peut-être plus. Et après près de 80 ans de silence, l'équipe était prête à l'ouvrir. Été 2022. Fin 2. Les responsables du patrimoine tchèque ont donné le feu vert. Des découpeurs plasma de qualité militaire, des vérins hydrauliques et des capteurs magnétiques ont été apportés. Même alors, cela a pris des heures. Ce n'était pas une serrure. C'était un système scellé sous pression. Certains disaient préservé sous vide. D'autres, ils n'étaient pas si sûrs. Ils pensaient que cela pouvait avoir été conçu pour garder quelque chose à l'intérieur. Ils ne sont pas entrés pas au début. Ils ont lâché un drone. Modèle Canary.
petit léger équipé de capteurs de gaz et de caméras thermiques. Ce qu'il a trouvé étrangement inquiétant. L'air était épais d'azote, lourd, suffocant, totalement privé d'oxygène, mais pire des traces d'hydrocarbures chlorés, des composés de phosphore. Ce n'était pas juste de vieux produits chimiques, c'était des sous-produits de la synthèse d'agents neurotoxiques. Ils devaient agir vite, avant que l'ouverture ne change l'équilibre et ne brise tout à l'intérieur. Une fois ventilée, l'équipe est entrée, et ce qu'ils ont trouvé, tout droit sorti d'un cauchemar. Des rangées de tables métalliques figées dans le temps, des flacons toujours debout, des pipettes crustées de vieux résidus, des réservoirs en verre, certains brisés, d'autres scellés hermétiquement, des bouchons en caoutchouc si épais qu'ils craquaient sous la tension, des tiroirs remplis de flacons, des étiquettes griffonnées en abrégé allemand. Certains marqués gaz de guerre, gaz toxique, d'autres avec une tête de mort et des os croisés, et d'autres, ils avaient que quelque chose de pire, le soleil noir. Ce symbole n'appartenait pas à un laboratoire. Il appartenait à un coin plus sombre de la SS, un coin occulte, un endroit où la science se mêlait à autre chose. Puis vint le mur de classeurs. Tous intacts, verrouillés, chacun étiqueté de manière clinique froide. Versus 1.1.1.99, test 1.1. 1.9, cœur par réaction corporelle et Übertragung transmission. Mais un se démarquait dossier rouge, un seul mot, Nebelkirn. Aucun enregistrement officiel, pas de traduction. Meilleure supposition, noyau de brouillard. Ça sonne comme une arme de bande dessinée jusqu'à ce qu'il l'ouvre. À l'intérieur des diagrammes, des graphiques, des schémas. Un montrait des générateurs de vibrations câblés dans des évents aéroportés. Un autre ressemblait à un prototype de transducteur sonore. Le même type utilisé des décennies plus tard dans les systèmes modernes de contrôle de foule. Ce n'était pas du gaz toxique, c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose destiné à attaquer le cerveau, pas les poumons. Et juste au moment où ils pensaient que cela ne pouvait pas devenir plus sombre, ils se sont tournés vers le tableau noir. Toujours debout, toujours couvert d'équations. Certaines étaient de la chimie basique, mais d'autres des fréquences. Des ondes sonores superposées. Une chaque phrase était écrite soulignée 3 fois. Neurologischer Zusammenbruch durch Schallfeldüberlagerung ou effondrement neurologique par superposition de chantiers sonores. Ce n'était pas seulement une guerre chimique, c'était une guerre psychologique, une guerre sensorielle, une distorsion de la réalité. Et caché derrière un faux mur, une caisse en bois estampillée F-66, retour à Wewelsburg. C'est le bastion occulte de la SS, le château où Himmler tenait des cérémonies et menait des expériences non autorisées. Donc maintenant, ce n'était pas juste un laboratoire, c'était un site rituel avec du matériel. L'un des historiens militaires sur place n'a pas hésité. Il a regardé autour de lui et a dit « Ce n'était pas construit pour défendre quoi que ce soit, c'était construit pour tester jusqu'où il pouvait aller. » Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Une fois qu'ils ont eu un accès complet, plus ils avançaient dans V49 Sud, plus cela devenait tordu. Dans un coin se trouvait une rangée de conteneurs métalliques scellés pas un stockage standard. Ceux-ci étaient doublés de plomb, certains verrouillés dans du verre laiteux épais et maintenus fermés avec des pinces corrodées. Les étiquettes étaient fanées mais pas disparues. Chlorverbindungen, organophosphate B, Sori injecteur, composé chloré, organophosphate B, un ancien agent neurotoxique, injecteur d'acide. Mais un conteneur se démarquait. Il était marqué d'un nouveau terme. Stoff N42A, Nebelkern Stabilator. Ce mot encore Nebelkern, mais maintenant il avait un modificateur stabilisateur. Quoique ce noyau était, il devait être contenu. À l'intérieur de l'enveloppe, une sphère cristalline flottant dans un gel ambré, épais, pas plus grande qu'une balle de tennis. Son centre nuageux clignotait sous la lumière UV comme s'il pulsait. Personne dans l'équipe ne pouvait l'expliquer. Et pourtant quelque chose à son sujet semblait familier. En 1945, lors de la rafle alliée des montagnes du Harz, il y avait un rapport classé une anomalie cristalline trouvée près de Nordhausen. Jamais confirmé, le rapport a été enterré dans les archives britanniques et n'a refait surface qu'après déclassification en 2012. Cet échantillon perdu. Mais celui-ci était réel, intact et scellé. Et puis ils ont trouvé la machine, un étrange hybride de centrifugeuse et de modulateur acoustique recouvert de poussière et de fils. Il était relié à un panneau mural étiqueté avec 3 cadrans amplitude fréquenz et Nebeldruck. Plusieurs observateurs ont immédiatement spéculé qu'il s'agissait de l'unité de dispersion du noyau du projet Nebel, la machine conçue pour activer et contrôler quelle que soit l'arme de brouillard sur laquelle le laboratoire travaillait. Dans une salle annexe, l'équipe a trouvé un grand tableau noir avec des formules d'apparence arcanique et des inscriptions allemandes faisant référence à Trägerschwingungen,
oscillation porteuse, et transdermale, Aufnahme über Frequenznebel, absorption transdermale via brouillard de fréquence. L'implication, ce n'était pas juste de la chimie, c'était une livraison chimique basée sur la fréquence, ce qui signifie que les agents auraient pu être activés ou ciblés à l'aide d'ondes sonores. Peut-être la découverte la plus troublante était une série de diapositives photographiques et de négatifs stockés dans des boîtiers hermétiques. Lorsqu'elles ont été développées, elles ont révélé des images en noir et blanc de figures humanoïdes, certaines assises, d'autres attachées à des chaises, d'autres derrière du verre, subissant des procédures inconnues. Leurs visages étaient obscurcis, leurs membres parfois flous en mouvement, mais la peur dans leur posture était indéniable. Les diapositives étaient étiquetées avec des codes, pas des noms. Un sujet récurrent apparaissait dans plus d'une douzaine de cadres, même tag S14. Dans une diapositive, il s'affaissait en avant, la bouche ouverte, la brume obscurcissant la chambre et griffonnait sur le bord de la photo. Phase 3 sans réponse, respiration superficielle. Rien de tout cela n'était théorique, car dans la section suivante du laboratoire, l'équipe a trouvé la partie que personne ne voulait croire réelle. Des expériences humaines ont-elles été menées ? La réponse a frappé plus fort que quiconque ne s'y attendait. Oui. Plus profondément dans le bunker, au-delà des réservoirs et des bancs d'essai, l'équipe a atteint une section qu'ils pensaient être juste des cellules de détention. Mais à l'intérieur, des lumières froides au-dessus, des drains rouillés, sculptés dans le sol, des tables en acier équipées de sangles en cuir, et cachées dans les coins, du vieux matériel biométrique, primitif mais familier, des tubes pour la collecte de sang, un enregistreur de fréquences cardiaques qui bégayait, quelque chose qui ressemblait à un EEG juste plus vieux. Une pièce était entièrement recouverte de panneaux de plomb. Pas de peinture, des feuilles de métal pleines boulonnées, bord à bord, blindage contre les radiations. Peut-être. Mais il n'y avait aucun signe d'isotope nulle part. Cela laissait une autre possibilité. Blindage contre le son ou les fréquences. Soit pour empêcher quelque chose de fuir des fréquences, soit pour garder quelque chose à l'intérieur. Ensuite, ils ont trouvé les journaux. Derrière un faux mur coincé dans un cabinet rouillé se trouvait une pile de dossiers manuscrits, des entrées de tests, des dizaines d'entre elles étiquetées et datées de juin 1943 à octobre 1954. Chaque page suivait la même formule. Numéro de sujet, composé, chimique, utilisé, modificateur, appliqué, brouillard, son température et résultat final. Ce n'était pas des expériences, ce étaient des exécutions enregistrées comme un entretien de routine. Et voici ce qui a glacé la pièce. Certains sujets étaient listés comme frivoliga volontaire, mais d'autres. Zugang von Lager-Dreisen, transfert du camp 13. Ce nom n'était dans aucun registre officiel des camps nazis, mais les historiens dans la pièce l'ont reconnu instantanément. Le camp 13 avait longtemps été murmuré un site noir non officiel près de Dachau, utilisé pour des opérations trop sombres, même pour les archives de l'ASS. Pas de preuves confirmées, pas de photos, juste des morceaux de témoignages jusqu'à présent. Et puis vint Behrens. Enfoui sous des planches de plancher lâches, l'équipe a trouvé un petit carnet rouge, couverture en cuir, à l'intérieur des notes en abrégé allemand frénétique. Pas de signature formelle, juste un nom sur la première page. Dr. Kay Behrens et son écriture racontaient l'histoire. Une entrée se démarquait. S14 n'a pas dormi depuis 3 jours. La brume ne quitte pas les poumons. Nous avons ajusté la fréquence. Il a supplié d'arrêter. J'ai dit de les enregistrer les tremblements vocaux. Cette phrase a brisé la pièce. Qui était cet homme qui lui a donné du pouvoir ? Aucun enregistrement officiel n'existe. Mais les entrées du carnet suggèrent qu'il n'était pas juste un technicien de laboratoire. Il aurait pu être l'architecte de toute la théorie Nebelkirn. Alors pourquoi a-t-il disparu ? Les théories abondent. Certains disent que Behrens a été exécuté pendant l'effondrement du Reich pour éviter les fuites. D'autres croient qu'il a été absorbé dans des opérations d'après-guerre comme Paperclip ou Alsos, où d'anciens scientifiques nazis ont été secrètement recrutés par les programmes américains et soviétiques. Une affirmation non vérifiée d'un mémo de la CIA de 1952 mentionne un autre Carl B., travaillant sur des dispositifs de surveillance des ondes cérébrales précoces au Nouveau-Mexique. Que ce soit le même homme ou non, les implications sont troublantes. Au bout du couloir, l'équipe a atteint une dernière pièce. 2 chaises en acier boulonnées au sol, face à face un panneau d'intercom entre elles, des murs couverts de mousse acoustique. Certains pensent que c'était une chambre d'interrogatoire. D'autres croient que c'était pour tester la rupture de communication sous interférence sonore. Peu importe le but, ce qui s'est passé dans cette pièce a laissé une tache que personne ne pouvait nettoyer.
À ce jour, les identités des victimes sont inconnues, mais des échantillons d'empreintes digitales et des écouvillons ADN ont été remis à des organisations internationales de droits de l'homme. Des preuves silencieuses attendant la justice. Et juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas devenir pire, pourquoi ce laboratoire change ce que nous savions? Avant l'ouverture de ce bunker, le récit était clair. La science nazie était brutale mais primitive. Fusées, produits chimiques, essais médicaux grotesques, des choses éblouisseuses que tout le monde connaît. Mais ce qui a été découvert à V49 Sud a déchiré ce script en morceaux. Parce que voici le problème. Rien de ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur ne suivait le protocole connu du Reich. La technologie des décennies d'avance. Certains des dispositifs utilisaient des contrôles de fréquences modulaires. D'autres avaient de confondre des systèmes de dispersion qui imitaient la livraison chimique basée sur les vibrations, quelque chose dont les laboratoires de défense modernes n'ont commencé à parler que dans les années 70. Concernant la destruction du laboratoire de Richter, il a été délibérément détruit. Une machine avait un blindage électromagnétique qui ressemblait étrangement au système de dissuasion de la guerre froide, sauf qu'il a été construit 30 ans plus tôt. Parlons des détails. Ce schéma de Nebelkirn des ingénieurs de 3 instituts de recherche différents l'ont examiné. Leur verdict, la méthode de dispersion, était presque identique à celle des aérosols piézoélectriques modernes, comme ceux utilisés dans les hôpitaux pour nébuliser des médicaments. Sauf que celui-ci n'était pas conçu pour guérir, il était conçu pour neutraliser. Ou pire, et c'est là que ça devient étrange. Certaines notes récupérées n'utilisaient pas les unités métriques de l'époque du Reich. Elles utilisaient des systèmes de mesure non reconnus dans aucun manuel militaire allemand. Cela a déclenché une tempête de spéculation. Parce que si ces unités n'étaient pas allemandes, la question est d'où venaient-elles? Un mémo déclassifié extrait d'une archive allemande poussiéreuse faisait référence à des technologies qui nous sont parvenues par des voies détournées, ni slaves, ni ariennes, ni russes. Cette phrase a tout retourné. Était-ce un langage codé? Cela faisait-il allusion à des technologies récupérées provenant de sources étrangères, ou faisait-elle référence à des alliances secrètes, parce que la théorie suivante est encore plus troublante? Certains croient que V49 Sud avait des liens avec l'unité 731, la division de guerre biologique du Japon impérial. Les deux projets étaient obsédés par le brouillard, la dispersion et les mécanismes de contrôle non visibles. Ils ne se souciaient pas de tuer directement. Ils voulaient neutraliser le corps humain. Et un nœud à l'intérieur de V49 Sud, des Kanjis griffonnés, à côté d'un composé chimique, coïncidence peut-être. Mais après tout le reste difficile à ignorer. Pourtant, disons que rien de tout cela n'est vrai. Éliminons les théories. Que reste-t-il à un laboratoire qui n'était pas construit pour produire en masse? Il n'y avait pas de bunker pour les munitions, pas de caserne pour les troupes, pas de plan d'évacuation. C'était un endroit construit pour poser des questions que personne n'aurait dû poser. Que se passe-t-il dans le corps humain lorsqu'il est exposé à l'infrason pendant 5 heures d'affilée? Un composé chimique peut-il être absorbé plus rapidement s'il est introduit en même temps qu'une vibration acoustique? Comment la peur se manifeste-t-elle dans les schémas d'ondes cérébrales lorsque le brouillard interfère avec l'absorption d'oxygène? Les réponses n'étaient pas théoriques, elles étaient mesurées, enregistrées, graphiques. Dans un carnet récupéré de la chambre doublée de plomb, l'entrée suivante a été trouvée. Niveau de pression du brouillard. 3. Sujet a perdu la parole, réponse oculaire minimale. Après 15 minutes, zéro activité cérébrale. Cette unique entrée écrite de manière décontractée à l'encre rouge impliquait que le laboratoire avait développé avec succès une arme capable de désactiver le cerveau en quelques minutes sans laisser de traces physiques. Si cela est vrai, cela signifie que V49 Sud a peut-être développé le plan d'une arme neurologique non létale 70 ans avant qu'elle n'apparaisse dans des revues de défense publique. Alors pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler? Parce que selon des correspondances internes de l'OTAN divulguées, l'installation était signalée comme de niveau de sensibilité extrême 4. Ce n'était pas que la découverte était trop obscure. C'était que ce qui avait été trouvé pouvait remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur la science nazie, la recherche de la guerre froide, et même la stratégie de défense moderne. L'une des découvertes les plus débattues était une plaque métallique circulaire récupérée de la section la plus profonde du laboratoire. Elle comportait des dizaines de petits trous percés dans un motif, ressemblant à une spirale de Fibonacci, une séquence souvent liée à l'ordre naturel, mais également observée dans diverses expériences de résonance acoustique. L'objet portait une étiquette cryptique, Projet Oscillator N. Les ingénieurs ont déterminé qu'il s'agissait probablement
d'une partie d'un système de modulation de fréquence peut être liée à l'effondrement neurologique mentionné plus tôt sur le tableau noir. Plusieurs laboratoires indépendants testent maintenant des répliques de l'oscillateur dans des chambres insonorisées. Les premiers résultats montrent qu'il peut générer des boucles de rétroaction harmonique à des fréquences inaudibles. En théorie, cela pourrait provoquer des nausées, de la désorientation et une défaillance cognitive chez des sujets humains même à faible puissance. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est scientifiquement reproductible, ce qui nous amène à la véritable horreur. Si l'Allemagne nazie était si proche d'inventer des armes de contrôle basées sur la fréquence dans les années 1940, jusqu'où les armées modernes sont-elles allées depuis? Ce n'est un secret pour personne que la DARPA a expérimenté le contrôle acoustique de la foule, la perturbation par infrasons et le mapping neurologique utilisant des technologies non invasives. Mais aucun de ces programmes, du moins publiquement, n'a jamais prétendu effacer l'activité cérébrale en 15 minutes. Et pourtant, ce laboratoire obscur de 1944 pourrait avoir fait exactement cela. Alors que se passait-il vraiment derrière cette porte scellée? Était-ce de la science de la sorcellerie ou quelque chose d'encore plus sombre? Cela pourrait-il changer ce que nous pensions savoir sur la Seconde Guerre mondiale? Et pourquoi personne ne parle-t-il des autres sites similaires? Appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous voulez plus d'histoires qu'ils ne veulent pas que vous entendiez, et laissez vos théories dans les commentaires parce que quelque chose à ce sujet ne semble toujours pas logique.